Bonjour Durhol, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de région et de fonctionnement électoral, car vous le verrez, il est parfois plus qu'étonnant. Je vais d'abord expliquer comment nous en sommes arrivés à une région de seulement 4/5 de son territoire. Illégalement annexée par François Ier comme province du Royaume de France en 1532, la Bretagne a été abolie en 1789, la Révolution ayant déclaré la nullité des privilèges provinciaux et consacré par sa constitution l'unité administrative française. En 1791, la Bretagne est découpée en départements et dès 1800, l'État nomme dans chacun d'eux un préfet, mot issu du latin praefectus signifiant celui qui est établi à la tête d'eux. Ce préfet était chargé de nommer les maires pour les villes de moins de 5000 habitants et de proposer à l'État la nomination des autres maires, secondés par les sous-préfets, responsables des arrondissements de chaque département. En 1955, l'État français décide de la création de régions économiques et pour la Bretagne reprend le découpage économique qui avait été organisé sous l'occupation par le pouvoir allemand et le maréchal Pétain, seulement 4 départements sur 5 de notre pays. En 1964, l'autorité administrative de ces régions est confiée au préfet de chaque département, chef-lieu de ces régions, pour la Bretagne administrative, le préfet d'Ille-et-Vilaine. En 1986, suite aux lois de décentralisation, l'État décide de transférer le pouvoir exécutif des mains des préfets vers celles des présidents de conseils régionaux et organise dans ce but les premières élections régionales. Soucieux de savoir comment se déroule le fonctionnement des élections pour les partis dits locaux représentant la Bretagne, opposés aux partis traditionnels nationaux français dits jacobins, je me suis entretenu avec l'un des candidats aux dernières élections régionales de 2015, Bertrand de Léon. Ce que j'ai entendu de ce candidat, au-delà des idées politiques qui ne concernent que les électeurs, j'ai cru bon de le partager, car vous allez être surpris de ce que l'on y découvre. En 2015, 3 listes d'alliances politiques ont représenté la Bretagne. Brexistance, menée par Gaël Roblin, Oui la Bretagne, menée par Christian Troidec, et Notre chance l'indépendance, menée par Bertrand de Léon. Bonjour Bertrand. En 2015, vous étiez l'un des 11 candidats aux élections régionales. D'abord, je voudrais savoir comment est réparti le temps de parole entre les différents candidats à une élection régionale. Y a-t-il une égalité des chances ? Débatteur. Une inégalité des chances, non. Il faut savoir à peu près que la moitié du temps de parole est donnée en fait aux candidats favoris, les candidats qui dans les sondages sont en tête. C'est-à-dire que le CSA actuellement n'est plus dans l'obligation de donner un temps de parole égal à chacun. Sur les radios publiques et sur les chaînes publiques, c'est très insignifiant. On avait très peu de moyens, en fait, très peu de chances de nous connaître. C'est vraiment en pesant, en écrivant au CSA, qu'on a pu avoir un temps de parole sur France 3, notamment lors d'un débat. Comment se sont passées les élections ? Est-ce qu'elles ont été vécues de manière sereine ? De manière sereine, sur la fin, non. Vous savez, quand le préfet de région nous prévient quasiment la veille des élections que 600 000 de nos bulletins ont été égarés, c'est-à-dire une palette complète, sur, me semble-t-il, 2 millions de bulletins imprimés à peu près, c'est plutôt anxiogène. 600 000, c'est énorme. Comment on peut perdre 600 000 bulletins de vote ? Bah écoutez, c'est énorme, je n'en ai aucune idée, c'est énorme. Est-ce qu'ils ont été retrouvés ensuite ? Alors, le préfet de région nous a dit qu'ils allaient retrouver, puis qu'ils n'avaient pas retrouvé, etc. Ça a été compliqué en fait, via ses services. Ce qui est certain, c'est que le jour même des élections, un certain nombre de bulletins de vote étaient absents des bureaux de vote, notamment dans le pays de Lorient, dans le pays de Rennes. C'est-à-dire que les gens, en fait, les électeurs, n'avaient aucun moyen de voter pour nous. Ils arrivaient au bureau de vote, ils l'avaient ni dans leur boîte aux lettres, ni sur les tables en fait des bureaux de vote. Voilà. Donc on se rend compte que les résultats de l'élection n'auraient pas dû être forcément validés en raison de ces anomalies. Les résultats auraient dû être annulés, effectivement. C'est-à-dire c'est quelque chose d'énorme et surtout antidémocratique. Ne pas pouvoir se présenter aux élections pleinement, ne pas pouvoir donner le matériel électoral en fait à nos électeurs, c'est effectivement un motif d'annulation. Maintenant, vous savez, la France est faite comme ça. La justice est pour les riches.
ça coûterait extrêmement cher, ça aurait coûté extrêmement cher d'amener ça en justice. Moi, je doute aussi que la justice soit partiale, en fait, dans ce genre d'affaires. Vous m'excuserez, mais je mets en cause effectivement la justice française parce qu'il y a eu plusieurs exemples comme ça dans le passé où on a pu voir effectivement que la justice s'était orientée, n'était pas la même pour tous. Voilà, on a baissé les bras, mais effectivement, grâce à des personnes comme vous, ça permet de faire connaître cette injustice et de montrer surtout que il y a une démocratie de façade, que si nous on a choisi effectivement la voie démocratique pour se faire entendre, c'est un chemin qui est long, très long, et on doit aussi effectivement lutter par l'information, c'est-à-dire la contre-information que celle qu'on peut entendre généralement dans les médias subventionnés. Et justement, qu'est-ce qu'en a dit la presse? Quel a été l'écho de la presse sur cette perte de 600 000 bulletins de vote? L'écho de la presse a été nul. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dit du tout sur ce sujet. Il n'y a pas eu une parution dans un journal? Il n'y a pas eu une interview? Il n'y a pas eu, il y a eu aucune déclaration? Non, on leur a dit, il y a une validation quelque part d'un système qui n'est pas démocratique, qui n'est encore en plus de moins en moins. Donc on peut toujours se plaindre ou lancer des procédures sur 10 ans et extrêmement coûteuses. On parle dans le vide et surtout on n'est pas sûr d'aboutir en fait à une justice juste, je serais tenté de dire. Donc la presse n'a rien dit. La presse n'a absolument rien dit. Non. Qui était le préfet de l'époque de région? Le préfet de région était Monsieur Stroda, le préfet qui fait parler de lui actuellement dans l'affaire Benalla, notamment. Que peut-on souhaiter maintenant pour les années qui viennent en termes de démocratie? Alors, ce que tout le monde peut souhaiter, c'est-à-dire une véritable démocratie, écouter la voix du peuple. On a un bon exemple en ce moment, c'est les Gilets jaunes. Quand on entend, par exemple, les chiffres du ministère de l'Intérieur sur le nombre de Gilets jaunes mobilisés, on s'aperçoit que dans notre ville, il y a presque 10% déjà du chiffre annoncé par le ministère de l'Intérieur. Donc on est loin effectivement du compte, et surtout on a en face de nous un État qui fuit ses responsabilités démocratiques. Mais c'est pas le seul, on voit ce qui se passe en Catalogne, la voix populaire en fait catalane s'est exprimée. Ni l'Espagne en première ligne ne souhaite l'entendre, et surtout il n'y a aucun soutien des États européens, absolument pas. Merci de cet entretien, Bertrand Trugaret. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Canavo. Canavo Nord.